Donc pour me présenter rapidement, je suis le thésard du projet Gamelan. Donc quand je fais pas le café ni les photocopies, je tente de faire de la recherche. Tu dis ça parce que... Ah là, elle sort. Et Très lâche. je remarque que l'un de mes deux directeurs de thèse, ayant trop honte de moi, vient de s'enfuir. Donc j'ai pour directeur de thèse Bruno Bachimon, ici présent, qui tient bon et donc qui me supporte. Pour le côté informatique, ingénierie des connaissances, et Alain Bonardi pour le côté musical. Parce que, pour brosser un petit peu le contexte, je suis totalement profane dans le monde musical, je connais pas grand chose. Et donc Alain Bonardi s'arrache les cheveux et essaie de m'enseigner certaines notions fondamentales pour que je sois un peu moins ignorant. Donc mon travail de thèse concerne donc on va dire une partie assez importante du projet Gamelan, qui est la création d'un langage qui permet de représenter les processus de production sonore. Donc aujourd'hui on parle de traces, on a parlé de big data, on a beaucoup de traces. Comment est-ce qu'on peut les exploiter au mieux? Comment est-ce qu'on peut vraiment préparer un système pour accéder correctement aux traces ou garder les bonnes traces? Bref, comment organiser un petit peu tout ça? Donc je me suis mis un petit pupitre ici parce que je ne suis pas un aussi bon orateur que Yann et j'ai besoin de voir mes notes, alors faut pas m'entendre tout le temps. C'est quand même plus pratique pour que je puisse vous regarder. Donc aujourd'hui je vais parler de ma thèse. Donc premier point, je vais un petit peu jeter un pavé dans la mare, c'est que je vais essayer de vous parler de ce que j'ai compris de la musique, des problèmes qu'on peut avoir, et vous présenter un petit peu la méthodologie que j'ai pu développer pour avancer dans la création du langage. Et les deux points suivants sont finalement les applications et du coup le bilan, ce qu'on a fait, et je vais essayer de vous présenter ça de façon à ce que vous compreniez le monde informatique un petit peu étrange qui est le mien. Donc pour parler de la problématique de préservation, de représentation, alors déjà, j'ai commencé par essayer de me dire comment est-ce que ça fonctionnait avant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comment est-ce que la production musicale fonctionnait avant, parce qu'il y avait un bagage historique. Et j'ai l'impression que, tout comme le monde audiovisuel ou d'autres mondes autour, on avait différentes phases historiques assez bien marquées, finalement, dans la production sonore. Par exemple, moi je dis ici qu'on a une phase de production, une phase de diffusion, une phase de préservation. On avait une phase de production dans le sens où, à l'époque de la partition, on utilisait beaucoup la partition pour écrire la musique, sans forcément la jouer tout de suite en situation de concert. On commençait d'abord par poser les notes. Les personnes qui savent lire la musique, donc qui ne sont pas comme moi, sont capables d'entendre des sons en posant des notes, donc peuvent imaginer le résultat final, mais sans pour autant le jouer. Ensuite, on aura des phases de diffusion, donc de représentation en situation de concert notamment, et on aura aussi une phase de préservation, qui finalement, avec l'époque de la partition, était assez facile, j'ai envie de dire, puisque à partir de la partition, vous pouvez quand même rejouer pas mal de choses, et pas beaucoup d'autres choses à faire que préserver ce support. Mais les technologies numériques, les évolutions actuelles, entraînent une transformation dans ces usages de production musicale, puisque maintenant, c'est un fait qui est maintenant assez connu, c'est qu'on a tendance à dire que les compositeurs ne travaillent plus les notes, mais travaillent des sons, ce qui pose le problème de la partition tout de suite. Et on a aussi une obsolescence technologique qui est de plus en plus rapide. Avec les outils numériques, d'ailleurs, maintenant, au bout de quelques années, on perd énormément d'informations. Donc on perd des substrats qu'on disait stables dans le temps, donc la partition, qui était pratique pour avoir une écriture abstraite de la musique, qui maintenant, avec les sons, ne peut pas être représenté de la même façon. On est obligé d'adapter la partition telle qu'on pouvait la connaître. On a l'organologie des instruments classiques, ça permettait comme d'avoir une classification qui était très bien structurée de tous les instruments. Maintenant, avec les instruments électroniques, voire numériques, on commence à avoir un éclatement, voire une infinité d'instruments qui se créent. Donc comment est-ce qu'on peut classer tout ça? Comment est-ce qu'on peut réussir à trouver une façon de ranger tous les instruments? La lutherie, finalement, maintenant, avec l'instrument numérique, c'est comment conserver un ordinateur. Au bout de quelques années, on n'est plus capable d'en créer un, ou c'est une exploitation qui fonctionne. Donc du coup, on n'est plus capable de recréer un logiciel qu'on a besoin d'utiliser pour jouer une œuvre. Et le conservatoire, c'est finalement le grand gagnant de tous, puisque lui arrive quand même à évoluer, puisque maintenant il est obligé d'apprendre la façon de composer avec les technologies, donc lui il essaie d'anticiper les évolutions et d'essayer d'organiser des bonnes pratiques, de dire attention à la préservation, comment est-ce que vous pouvez faire pour organiser correctement les informations, et il apprend finalement, il tente de donner les bonnes clés aux jeunes, aux nouvelles générations, pour savoir comment pallier au manque des instruments ou comment mettre à jour des œuvres. Donc le patrimoine musical contemporain est clairement menacé, il y a des œuvres qui sont très difficilement rejouables, on l'a vu avec le cas de Saturne par exemple, que Yann nous a présenté tout à l'heure, il y a en 2006 un concert qui a été annulé, et du coup on s'est dit tiens elle a peut-être disparu, mais finalement on a réussi à la remettre à jour. Donc c'est souvent possible de faire, mais c'est très très difficile. Donc on
peut se poser la question de qu'est-ce que pourrait être une bonne préservation? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça déjà, une bonne préservation? Donc c'est pareil, la préservation c'est finalement un thème de recherche à part, c'est quelque chose d'assez complexe à définir. Et donc moi je vais simplement réduire la bonne préservation en disant qu'une bonne préservation c'est une préservation qui permet de rejouer une œuvre en respectant son identité, l'authenticité qu'on a pu insuffler à l'origine. Donc l'objectif, clairement, c'est pas de fixer l'objet, la musique, comme un objet final. La musique, c'est pas un objet et on va pas uniquement essayer de préserver cet objet comme on pourrait le faire avec une musique sur un support. On va pas essayer de conserver que ça. C'est un tout, c'est assez complexe. Donc l'objectif, c'est donc pas de fixer un objet, mais donc du coup de repérer dans l'œuvre musicale, dans l'objet, les invariants qui vont être nécessaires dans le but de pouvoir réinterpréter l'œuvre, ou d'offrir la possibilité de réinterpréter l'œuvre. Donc l'objectif dans ces choix d'invariants, c'est aussi de se dire quelles sont les informations qui vont nous permettre de connaître une partie des souhaits du compositeur d'origine dans le but d'essayer de les conserver à chaque fois qu'on va faire une mise à jour des œuvres. Quelles sont les intentionnalités qui peuvent représenter l'œuvre? Alors on a actuellement un tas de méthodes de préservation qui peuvent exister. Moi j'ai cité 5 points parce que c'est 5 points qui ressortent assez souvent. Donc Yann a tout à fait parlé tout à l'heure de la documentation. Est-ce que documenter, c'est préserver? C'est une question qui est assez vaste. Alors, la documentation donc, consiste finalement assez simplement à essayer d'extraire toutes les informations et de les représenter en langue naturelle. Donc, c'est s'abstraire de toute technologie ou de toute dépendance à un instrument. On va avoir des approches un peu plus muséales où l'objectif, ça va être de garder finalement tous les instruments qui sont nécessaires pour rejouer. Donc, c'est-à-dire que l'ordinateur qui est là, si j'ai joué dessus, je vais essayer de préserver autant de temps que possible pour essayer de rejouer la même œuvre, donc sans tenir compte des évolutions qui peuvent arriver. On va tenter des fois d'émuler, donc de porter sur, de simuler sur un environnement actuel un environnement de l'époque. On va souvent migrer. On a des connaisseurs ici qui passent leur temps à essayer de mettre à jour des œuvres, donc en essayant de porter sur les dernières technologies l'œuvre qui a pu exister sur des technologies plus anciennes. Et enfin, on a la virtualisation qui est un petit peu le rêve absolu, qui est réussir d'abstraire l'œuvre musicale par rapport à la technologie, donc du coup d'essayer de le rendre indépendant et jouable finalement en tout temps ou avec toute technologie. Donc on a un ensemble de méthodes qui sont utilisées, et ce qu'on peut voir avec toutes ces méthodes, c'est que finalement la préservation, on peut dire qu'elle se doit d'être active. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire tiens, j'ai fait une action sur la musique et elle est préservée. Non, c'est un processus constant de réinvention d'une œuvre. Et c'est une réinvention humaine qui est finalement assez nécessaire. L'homme doit intervenir dans le processus pour proposer des mises à jour, donc rejouer l'œuvre, la porter, la modifier, donner des informations, mais il doit être vraiment très présent dans ce processus. L'objectif, bien sûr, c'est qu'à chaque fois qu'une recréation, une réinvention de l'œuvre est effectuée, il faut essayer de respecter toujours les intentionnalités du compositeur d'origine. L'objectif étant que l'œuvre reste l'œuvre, plus ou moins comme elle a été pensée à l'origine, qu'elle évolue pas trop, dans le sens où elle doit quand même essayer de garder l'identité qui a été insufflée au début. Donc, pour finalement faire des bonnes mises à jour, une bonne préservation, il faut aider la personne qui va faire la mise à jour. Donc il faut accompagner au mieux chaque étape d'évolution de l'œuvre afin qu'elle soit faite dans les meilleures conditions possibles. Donc une approche de ce type-là peut sembler assez fragile, parce que l'accessibilité aux bonnes informations est toujours assez complexe. Des fois elle disparaît, des fois elle devient illisible parce qu'on a besoin d'une médiation technologique entre les deux pour réussir à y accéder. On doit aussi trouver une personne qui est assez spécialiste, et finalement souvent spécialiste de l'ancienne technologie et de la nouvelle, ce qui n'est pas toujours aussi évident à trouver. Mais c'est une méthode qui semble efficace, puisqu'actuellement c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle évolution de l'œuvre, on pallie au fait que la technologie risque de disparaître, et avant même qu'elle ait disparu, on a déjà anticipé les évolutions futures. Donc on a un verrou métier ici assez flagrant dans le monde musical qui est, moi j'ai envie de dire, la disparition de la partition. Je parle de ça, parce que moi je vais parler de langage, donc moi mon repère dans cette évolution, c'est la partition. Et du coup, pour pallier à cette disparition de la partition, on doit trouver une nouvelle représentation qui peut prendre la place. Et là, c'est le verrou scientifique, informatique, ingénierie des connaissances, qui est la création d'un langage qui pourrait être équivalent à la partition. L'objectif d'un tel langage, c'est de retrouver la force de la partition. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, notre idée de langage, c'est que ce langage doit représenter finalement la façon dont a été composée l'œuvre, puisque c'est en comprenant la façon dont a été composée l'œuvre qu'on pourra essayer de capter des intentionnalités du compositeur et se dire tiens, il faudrait que je fasse ça pour mettre à jour l'œuvre, pour le faire dans de bonnes conditions. Donc pour ça, on va s'intéresser au processus de production, parce que le langage doit représenter ce fameux processus.
Je l'ai déjà dit, l'objectif, nous, c'est pas de caractériser l'objet final, c'est pour ça qu'on s'intéresse au processus, donc de tout ce qui a pu se passer durant la composition, les modifications des œuvres. On s'intéresse aux informations qui ont pu être générées n'importe où. Et pour ça, le processus de production, moi j'ai essayé de dire qu'il y a deux choses dedans. Il y a ce qu'on appelle le cycle de vie de l'œuvre, qui est finalement la suite des états stables de l'œuvre, c'est-à-dire un état stable, ça pourrait être, on a créé l'œuvre, elle fonctionne, on peut la faire en condition de concert. Tiens, on a créé un CD, c'est un état stable, on peut le réutiliser. On a une suite d'états stables. On a aussi tous les états qui ont lieu entre chaque état stable. C'est-à-dire qu'on va avoir des productions, donc la personne est sur sa machine, elle commence à créer des objets, elle fait un export, un import, elle fait du montage, elle fait une captation. Tout ça, c'est un tas d'états qui est instable parce que l'œuvre n'existe pas, on ne peut pas jouer dans cet état, mais par contre, il y a beaucoup d'informations à en tirer parce que c'est là qu'on voit tous les choix qui ont été effectués. Donc c'est là qu'on peut étudier la façon dont a été produite l'œuvre. On peut avoir toutes les étapes de la création. Donc ce qu'on veut faire, c'est de ce processus, le décomposer et le réduire en une suite d'actes de création. Donc connaître tous les actes qui ont pu mener à des transformations ou des diffusions de l'œuvre musicale. La décomposition permet du coup de connaître les choix opérés par le compositeur et permet finalement, de façon assez implicite, de dégager quelques intentionnalités ou du moins essayer de définir l'authenticité de l'œuvre. Et donc le langage qu'on veut créer permettrait d'étudier ce fameux flux de production, donc d'essayer d'étudier les différentes étapes qui ont pu mener à la création de l'œuvre musicale. Donc pour ce faire, pour créer un langage, on a, on va dire, deux prérequis qui sont nécessaires. D'une part, pour créer un langage, il faut des termes, un dictionnaire de termes qui pourra nous servir. Ces termes, comment est-ce qu'on va les trouver? L'objectif, ça va être de chercher quels sont tous les termes qui peuvent nous aider à caractériser une œuvre. À caractériser donc les œuvres dans les états stables, aussi dans les états intermédiaires. Et une fois qu'on a des termes, il faut savoir comment les organiser sous forme de phrases. Et bien sûr, c'est réussir à créer une syntaxe qui fasse qu'on utilise les termes correctement, qu'on fasse des phrases qui aient un sens, et qui puissent nous apporter des idées et des informations. Une fois qu'on a posé un vocabulaire et des règles syntaxiques, là on pourra se poser la question de qu'est-ce que le langage technique tel quel peut nous donner comme possibilité d'accès aux informations. Et se demander comment est-ce qu'on peut affiner ce travail pour du coup utiliser correctement le langage afin d'avoir des informations les plus pertinentes possibles. L'objectif de cette seconde phase, c'est de se poser la question comment est-ce que je peux faire pour utiliser le langage correctement et avoir les informations essentielles. Pour avoir du coup une documentation qui soit la plus complète possible, dans le sens d'avoir les bonnes informations devant moi, pour être sûr de récupérer les informations qui vont me servir, qui vont avoir un sens quand même qui est assez bien défini. L'objectif, c'est pas de se retrouver dans le cas du big data et donc du surfeur qui se fait écraser par la vague, et du coup d'essayer de stocker que les bonnes informations et pas avoir des terras et des états, je ne sais plus combien octets qui existent de données, mais avoir que les bonnes informations qui peuvent exister. Donc pour ça, la première étape que j'ai dû affronter vaillamment, c'est essayer de comprendre le monde de la composition musicale. Donc il faut que je puisse élaborer un corpus d'œuvres à étudier. Alors d'habitude, en ingénierie des connaissances, on s'appuie souvent sur des corpus textuels, puisque c'est à partir des textes qu'on peut commencer à avoir des traitements plus ou moins automatiques de récupération de termes pour créer un vocabulaire et tout ce qui suit. Moi ici, dans le cas de la musique, c'est pas forcément le cas parce que des documents qui servent de référence, je vais difficilement en trouver. Donc du coup, l'approche originale, c'est de se dire, on va suivre des compositions, des créations, des processus en cours, on va s'insérer dessus et les étudier directement. Alors, j'avais envie de dire que ça me paraissait un peu logique dans le monde musical, parce que c'est vrai que, en tout cas moi, dans ma pensée, j'ai l'impression que le monde musical, c'est un monde qui a souvent une oralité assez présente. Et du coup, ça me paraît assez classique qu'on ne pose pas beaucoup de choses et que tout se transmette de génération en génération de façon orale. Et donc, ça me paraît normal qu'on soit obligé d'aborder une posture un peu différente et du coup qu'on soit obligé d'aller voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Alors la difficulté, c'est que pour analyser l'existant, on va devoir travailler d'une façon assez itérative et incrémentale. Parce qu'en fait, il faut déjà trouver et saisir surtout les opportunités de travailler sur des productions réelles, sur des cas concrets, issus de la production professionnelle. Et du coup, à chaque fois qu'on va étudier une nouvelle œuvre ou un nouveau processus, on va être obligé de remettre à jour les travaux, parfois assez profondément, et ça peut changer pas mal de choses. Donc demander de nouveau un travail assez conséquent pour remettre à niveau le langage. Donc
inconvénient, c'est une approche qui peut être irrégulière, parce que du coup, on est dépendant des processus qu'on va étudier. Et c'est assez lourd, puisque comme je disais, des fois on peut être amené à changer les choses assez profondément dans la hiérarchie et devoir refaire pas mal de choses pour avoir un langage qui soit fonctionnel. Mais on a pas mal d'avantages aussi avec une telle approche. C'est que du coup, on est confronté vraiment au domaine concerné. Donc ça nous permet de plonger au cœur de la création, et c'est ici qu'on a les meilleures informations, puisque c'est ici qu'on va avoir le maximum d'informations et les plus objectifs possibles. Donc c'est là qu'on peut saisir vraiment les informations les plus intéressantes. La conception itérative nous permet aussi de tester et d'affiner finalement en continu le modèle qu'on développe. Le langage développé, on peut le tester à chaque fois qu'on va le modifier et se dire qu'on peut encore le faire modifier, même en le testant avec les cas concrets qu'on a sous la main. Et finalement, quand on va chercher quelles sont les informations à conserver, eh ben, on va pouvoir développer le langage en parallèle. Ce que je disais juste avant, le fait d'avoir l'approche itérative, c'est qu'on fait les deux en même temps. On cherche qu'est-ce qu'on va stocker et on cherche comment on va le faire. Là, alors je ne vais pas lancer le débat sur les types de pratiques de production qui peuvent exister. Moi, j'ai essayé d'en isoler 3, de regrouper des choses ensemble, même si je pense que je pourrais me faire taper sur les doigts par un certain spécialiste du domaine, en regroupant les choses comme ça, aussi simplement. Mais quand j'ai commencé à essayer de comprendre les façons de composer la musique, j'ai essayé d'isoler en 3 grandes catégories. J'ai regroupé la musique acoustique et la musique ou l'enregistrement simple, parce que c'est des musiques qui emploient des instruments dits classiques, qui utilisent souvent la partition, donc qui ont moins de problèmes de préservation qu'on peut avoir avec les technologies. Ensuite, j'ai mis la musique concrète à côté. Concrète, à la base, de ce que j'ai compris, c'est parce que c'est opposé à abstrait, donc abstrait à la musique qui utilisait la partition. Donc voilà, c'est une définition hyper simpliste, mais moi je vais m'y tenir parce que je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Et on a aussi la musique mixte, telle que pratiquée principalement à l'IRCAM, donc qui allie des sons instrumentaux dits classiques avec des technologies qui permettent de transformer ou de synthétiser des sons. Et si j'ai isolé ces 3 types de pratiques, j'ai aussi essayé de comprendre quelles sont les grandes étapes des productions qui peuvent exister. Et en fait, comment caractériser ou comment borner le début et la fin d'un processus de production? Je pense que c'est finalement quelque chose qui est un petit peu impossible à faire. Comment dire où commence le processus de production et où il se termine? Alors, j'ai essayé d'isoler des étapes charnières. Alors, je pense que déjà, on a la première création de l'œuvre, qui est forcément la grande étape puisque c'est sa naissance, où on va avoir une phase un petit peu de pré-production, où on reçoit une commande, où je veux écrire une œuvre pour telle raison, pour telle date. Donc on commence à avoir des idées de ce qu'on veut faire, on pose des documents, on réfléchit. Ensuite, on va avoir des phases de production technique proprement dite, où là, on va commencer vraiment à jouer, à générer des sons, à écrire. Et ensuite, on a là où les performances qui vont suivre. Et après, on va avoir un cycle de recréation perpétuelle. Ce que je disais, c'est une préservation active. On va recréer régulièrement la musique, donc on va avoir des phases techniques, on va adapter pour une nouvelle situation, un nouveau concert, ou même mettre à jour sur une nouvelle technologie, et ensuite des performances qui vont suivre. Et Serge disait d'ailleurs que c'est souvent pour la première recréation qu'on se pose la question de est-ce que l'œuvre a finalement été déjà pensée pour être préservée, ou c'est aussi là qu'on va commencer à poser vraiment les informations les plus importantes pour anticiper les futures évolutions. On a aussi finalement, en parallèle de ces étapes de production, on peut aussi se poser la question, on adapte régulièrement la musique, mais quel est ce niveau d'adaptation? Et là c'est Yann qui introduit les différences, par exemple, entre une version et une déclinaison d'une œuvre. Je le laisserai définir ça s'il veut, parce que je ne vais pas réussir à le faire avec les bons mots, mais en fonction des transformations qu'on fait, on peut aussi se demander est-ce que l'adaptation est simple ou complexe. Donc tout ça c'est pour dire que c'est pas évident forcément de trouver et de hiérarchiser des pratiques de composition, des processus de production. Mais si j'ai isolé 3 types de musique tout à l'heure, de façon assez large, c'est parce que j'ai essayé de poser une institution qui représente ce type de musique, et en fait qui correspond aux 3 partenaires du projet. Ce qui permet d'essayer de découper. Alors, le découpage, je sais, surtout pour les musiciens, est peut-être pas toujours très bien trouvé. Mais en tout cas, moi j'ai essayé de le découper pour faire des classifications, et essayer de trouver des œuvres à étudier par la suite. Donc un petit listing des œuvres qu'on a pu regarder. On a notamment Saturne, Yann en a parlé, on a pu voir, il a quand même produit une bonne documentation et posé pas mal de questions autour de cette œuvre-là. Il y a Liste Voyageur que j'ai eu l'occasion de voir parce que c'était avec Alain, donc l'enregistrement a eu lieu à l'IRCAM. Il Over You de Camille, j'ai vu le petit dessin passer tout à l'heure dans les slides.
Donc Marc se décrit comme un simple vendeur de CD, il est quand même plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon producteur de métadonnées parce qu'il est quand même capable maintenant de nous fournir une documentation assez complète sur les métadonnées justement des œuvres. Et on peut du coup s'en servir quand même aussi dans le langage pour s'intéresser à la fois aux métadonnées et à la fois aux données qui peuvent être extraites des flux de production. Et on a congruence, donc là c'est surtout le travail d'Augustin, que j'ai pas encore eu l'occasion d'étudier, mais qui me paraît très intéressant et qui pourra nous servir aussi pas mal pour avancer et encore affiner le travail qu'on a fait. Donc tout ça c'était pour essayer de parler de la problématique et de ce que je souhaite faire. Maintenant je vais essayer de parler un petit peu plus d'ingénierie des connaissances, du coup j'espère que je ne vais pas trop vous endormir. Mais je vais commencer par parler des représentations des objets, donc d'essayer de vous parler de la création de vocabulaire qui me servira dans le langage. Donc la brique de base d'un langage, bien sûr, c'est définir le vocabulaire. Quelles sont les grandes étapes? C'est simplement, on va lister l'ensemble. Juste un truc, est-ce qu'on peut faire juste un petit break, juste toi, pour respirer un petit coup, parce que ça... Okay. Parce qu'en plus, là, voilà, t'as clos, là, peut-être... Moi, il n'y a pas une question là-dessus sur ce... Parce que sinon, tu vas te fatiguer. Non, mais je suis chaud là-dessus. Ouais. Non, moi, j'en ai une, enfin... Juste, voilà, sur ce dispositif que tu as bien présenté, là, on voit bien, tu proposes un certain nombre de simplifications du vaste problème de la représentation. Et après, tu proposes un mode de reconstruction, finalement, et puis tu proposes une approche assez particulière qui essaie de te plonger, pour avoir un dispositif un peu incrémental, de te plonger dans le vivant de la création pour essayer de rectifier ton modèle, etc. etc. Moi, il me semble juste qu'il manque peut-être un petit quelque chose, mais qui viendra peut-être après. Donc, quand on écoute, on fait des hypothèses sur ce qui va venir, et puis on va voir justement si ça marche. C'est peut-être le retour sur ces hypothèses qui mériteraient peut-être d'être caractérisées plus finement, de manière épistémologique. Une fois, si tout ça marche bien, tu vas en effet réussir ton coup, mais tu devrais arriver à préciser ces espèces d'hypothèses qui, au départ, moi, me paraissaient un peu jésuites quand même. Bon, on y reviendra. C'est ton transparent, je crois, numéro 6, où d'un coup, tu poses ces hypothèses, mais qui restent assez implicites sur la manière de réduire la difficile question de la préservation, de la représentation. Ouais. Ouais, mais pour moi, c'est là qu'est un peu cachée toute la difficulté. Sur le premier point là, moi, surtout, pour moi, là-dedans, il y a un peu tu planques un peu là sous le tapis, tout un tas de choses sur lesquelles, normalement, il y a moyen de revenir à travers la démarche que tu auras eue. Donc on verra si c'est vrai. Tu peux préciser Comment? Si on soulève le tapis, on trouve quoi? Là, tu voudrais transformer cette difficile question, et tu as bien montré qu'elle était difficile. Par exemple, de la préservation, je lis, et puis c'est permettre la rejouabilité de l'œuvre, j'aime bien le terme, ça fait un peu les médecins de Molière, dans le respect de son identité. C'est-à-dire d'un coup, tu nous réintroduis tout un tas de choses, puis ça va continuer, les intentionnalités, etc., dont finalement, on n'a pas l'impression qu'on a beaucoup gagné en clarté. Tu as décomposé le problème de la préservation, on a un tas de choses qui sont tout aussi complexes, mais qui te permettent en effet d'avancer. Mais on a l'impression qu'on peut faire... il y a une espérance, c'est de gagner en lecture de ce slide par la suite, de mieux comprendre, de mieux caractériser ce qui s'est passé, ce qui a opéré dans la transformation de préservation en rejouabilité de l'œuvre, dans le respect de son identité, en fonction des intentionnalités qui représentent l'identité de l'œuvre. Tout ça, ça devrait se préciser, et ce serait absolument génial. Mais bon. Alors, la difficulté de définir finalement la préservation, c'est que c'est même un thème à part, en plus de la musique, de la composition musicale, en plus de l'ingénierie des connaissances, c'est carrément un autre domaine à part. C'est ce qui oblige d'ailleurs ici, en si peu de temps, de faire des raccourcis. Ouais. Donc, je ne sais pas si on va trouver la réponse plus tard, mais j'espère que ça va transparaître. Ouais. Si tu du point de vue de la préservation, c'est pas si vague que ça ce qu'il a dit. Parce que dire que préserver, c'est assurer la rejouabilité, c'est pas vrai dans d'autres domaines. Donc quand tu vas parler de la préservation de données scientifiques, par exemple, c'est pas ça que tu veux préserver. Ce que tu veux préserver, c'est l'exploitation des données pour pouvoir les remobiliser dans d'autres exploitations, etc. Oui. Quand tu travailles sur les documents, la préservation, c'est le rendering que tu vas avoir. Donc déjà, c'est pas vague. Tu fais plein de non-choix. Enfin, tu as déjà exclu plein d'autres choses quand tu dis ça.
Alors c'est pas dans la communauté musicale qu'on sait ça, mais dans la préservation. Dire ça, c'est une fois dans Caspar, on s'est engueulé. Ouais. 2 ans, hein, Mais avant de sortir ce genre de pseudo-évidence, de dire ah ouais, mais nous, quand on veut préserver, c'est tout simplement parce qu'on va encore jouer à la musique. tout à fait. Pour les autres, ils s'en foutent complètement, tu vois. C'est ça. C'est une spécificité pour moi musicale. Ben voilà. Dans le domaine. Ben ouais. C'est lié à la notion de dispositif. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu veux préserver, c'est un dispositif que tu veux faire refonctionner. Par exemple, en préservation technologique, on aurait à peu près le même souci. Ça serait un logiciel, etc. Par contre, il y a des objets que l'on veut simplement montrer. Donc là, c'est l'allure, hein, c'est le fait de pouvoir restituer l'apparence phénoménologique du document, peu importe comment. Hein, la rejouabilité, à la limite, c'est une méthode pour le faire, mais on pourrait, si on peut y aller par simplement la conservation, on le ferait tel quel. Et puis pour les données scientifiques, ce qu'on veut garder, c'est l'information qui est associée, peu importe leur format, etc. Quand j'ai une donnée climatique, par exemple, ce que je veux, c'est pouvoir la conserver, parce qu'on l'a fait il y a les années 60, et je voudrais la rejouer dans un logiciel qui va me permettre de la comparer avec les données climatiques d'aujourd'hui, pouvoir faire des simulations. Tout à fait. Donc la préservation, tu vois, n'a pas du tout le même but. Oui, mais c'est déjà dire beaucoup. Hein. Ben, On aurait peut-être pu insister, hein, mais... Non, mais... Tu aurais pu insister quand même. C'est dire beaucoup si on le dit et si on le précise. Il y a peut-être eu ces débats dans Caspar, mais tu tiens un excellent moyen de venir encore, peut-être à nouveau frais, essayer de préciser ces points, regarder ce qui est spécifique, ce qui ne l'est pas. Enfin, là, il y a là une attente incroyablement riche, un retour sur investissement là, qui est une des choses très intéressantes. Pour aller dans ton sens, néanmoins, il y a le fait de la notion d'invariant qui est notre manière de présenter ce que c'est que le respect de l'identité, c'est en fait de dégager des invariants qu'on va retrouver à travers la récréation. Et donc, sous-jacent, c'est le concept d'authenticité qu'on n'a pas arrêté de manipuler ce matin, mais qu'avec une prudence de Sioux, on s'est abstenu de bien définir et de caractériser. Alors que là, on pourrait peut-être le caractériser, voilà, c'est ça. Oui, mais on voit que c'est difficile parce que, par exemple, on a eu plusieurs choses. On a eu authenticité par rapport à l'intention. Hein. Donc, c'était dit à un moment donné, la discussion sur l'auteur. En même temps, ce que Yann a évoqué, c'est l'authenticité par rapport à une version. C'est-à-dire, c'était un objet. Et on s'aperçoit que les deux sont trop précis ou trop vagues. Parce que si c'est retrouver une version de référence, donc je veux dire, bah oui, mais l'œuvre, c'est quand même plus que la version de ce jour-là, et on a envie que ça soit autre chose, et il faudrait en plus profiter que l'auteur soit vivant pour qu'il puisse cautionner que ça puisse être autre chose, sinon on est mort, parce que la veuve sera là et c'est foutu. Fameuse veuve. Et puis l'autre aspect, c'est revenir à l'intention, et l'intention, bah ok, mais c'est un peu vague quand même, l'intention. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'en revanche aujourd'hui, dans l'état de l'art, en dehors de l'archivistique stricte, hein, l'authenticité est un concept vachement vague et vachement mou. L'authenticité au sens archivistique du terme, c'est dénoncer le faux. Donc c'est la diplomatique qui utilise ça avec son cortège de méthodes. Mais en d'autres secteurs, l'authenticité, ça reste un slogan, hein, mais c'est pas un concept très opératoire. En revanche, la notion d'invariant, si on arrive à le dégager, technologiquement, c'est plus opératoire. C'est-à-dire qu'on a une classe de transformation, et ce qu'on veut, c'est que l'invariant soit l'invariant qui reste préservé malgré pour la classe de transformation qu'on veut faire, qui est la préservation. C'est la définition de la géométrie de Klein, je sais pas si tu te souviens. Donc c'est ça qu'on voudrait avoir. Donc c'est d'où l'enjeu en fait du projet Gamelan. C'est comment à partir des traces qu'on va avoir, on est capable d'engendrer des invariants, on va être capable de préserver malgré toutes les transformations qu'on sera amené à faire dans la récréation. Et là, on voit une sacrée différence pour définir l'identité de l'œuvre à partir de ces invariants ou à partir de ce qui est montré là, les intentionnalités, les souhaits originaux du compositeur. Là, il n'y a pas de réconciliation a priori. Oui, puis pas immédiate, c'est pas une évidence que l'invariant soit l'intention de l'auteur. Voilà. C'est une des entrées possibles. Voilà. Mais c'est pas du tout. Et il pourrait y avoir une sorte de rétro-éclairage par ces travaux de préciser justement ce que serait l'identité de l'œuvre entre les invariants et l'intentionnalité. Tout à fait. Non, pas entre les invariants et l'intentionnalité, c'est entre l'aversion qui est trop précise et l'intention qui est trop vague. Justement, l'invariant, c'est ce qui permettrait de changer ce qui était la partition en fait. Hein. C'est trouver un abstrait qui est suffisamment générique pour représenter l'œuvre, mais suffisamment précis pour représenter l'œuvre, et suffisamment générique pour autoriser des variations qu'on va considérer comme appartenant quand même à l'œuvre.
Par exemple, deux versions qui sont différentes, on va quand même dire c'est la même, ce que je disais sur le violon. C'est deux violons différents, mais c'est quand même la même partition, la même musique. Pourtant, c'est deux sons qui vont être rendus différents. Donc, on a envie que notre définition de l'invariant rende compte de cette variation possible. Et en même temps, il faut que ça soit quand même suffisamment précis pour capter ce qui serait l'identité. Ouais, mais t'es pas sûr d'être au milieu là. Enfin, t'es pas sûr d'être entre l'intonation. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça valait peut-être le coup. Enfin, moi, j'avais envie d'avoir faire exploser un peu ce truc-là pour qu'on l'ait à l'esprit et puis de savoir qu'au fond, il y a des enjeux, des attentes incroyables, oui, entre du calculable qu'on introduit à certains endroits, de l'opératoire, tu as dit, et puis oui, essayer de le joindre à des conceptions par ailleurs très difficiles à appréhender et puis de voir s'il y a des points moyens. C'est le projet Gamelor. Ouais, c'est tout l'enjeu. C'est contribuer à définir l'authenticité en musique. Ouais. Enfin, je suis d'accord que c'est l'enjeu le plus. Quand c'est pas de l'archivistique, c'est quoi l'authenticité? Très bien. On continue, hein, pardon. Antoine. Bah, quand vous avez donné la parole, il faudrait savoir. T'as un grand pervers, toi. Je commence à avoir faim. Ah oui, alors. Vous faisiez une musique mixte pour le CAM et acousmatique pour l'INA. Cette distinction, cette division, vous l'avez fait sur la base de quelle recherche? J'ai tiré au sort. J'ai tiré au sort. Alors, je me suis basé sur le fait que les partenaires du projet, ici, une pratique, on va dire, ancestrale, ou je ne sais pas comment dire, mais un bagage historique assez acousmatique, concrète. Tandis qu'à l'IRCAM, on a plus étudié des œuvres vraiment mixtes. C'est pour ça que j'ai fait une séparation comme ça. À votre avis, à l'IRCAM, il y a dans la médiathèque, il y a la définition mixte pour identifier des œuvres. Il va falloir vérifier ça. Bon, on ira vérifier ce point de détail. On va y aller tout de suite. Ouais. Parce que c'est quoi votre idée, votre critique en arrière de... Non, il n'y a pas de critique. bon. Simplement pour comprendre comment c'est défini cette différence. Je vis dans le catalogue des éditeurs qui sont bien engagés dans la musique contemporaine qui n'utilisent jamais le mot mixte. Et je ne me trompe pas, aussi à l'IRCAM, la médiathèque ne dit pas musique mixte pour identifier quelque chose. C'est très récent. Cette année, il y a eu 2 séminaires au moins, dont un séminaire de 2 jours sur les musiques mixtes. Oui, j'ai participé. Voilà. Donc c'est très récent et effectivement, auparavant, c'était une appellation dont on s'éloignait. Parce que c'est très ambigu. Quelle est la nature de cette populaire? On cherche le Oui, pur. c'est vrai. Donc, Mais il y a des mixtes, c'est pas bien. J'ai trouvé des traces d'éléments mixtes plutôt Plutôt à l'INA. Ah d'accord. Donc je fais une petite tournée. Tu vois, donc c'est pas pur. D'accord. Cette classification. C'est du catégoriel et du catégoriel. Voilà. D'accord. De toute façon, elle n'engage pas, elle ne nous contraint pas cette classification. C'est juste pour toi, pour ranger tes objets. Je pense que c'est même les œuvres purement instrumentales, quand on les enregistre sur disque, c'est de la musique mixte ou acousmatique. Moi, ça m'a un petit peu attrapé cette distinction. Je pense que c'est une distinction qui se fait au niveau des pratiques ou des supports ou des rendus. Mais je pense que les distinctions, si on a pour la musique concrète, c'est des problèmes musicologiques. On peut très bien faire une pièce de musique concrète sans électronique, avec des instruments. Il y a rien qui fait ça. Et il y a des musiques complètement acousmatiques qui sont complètement de l'ordre du langage. Donc je pense que c'est. De toute façon, on mélange tout. Enfin, ma génération, en tout cas, l'ingénieur, le réalisateur et les compositeurs, tout est mélangé. Pas de problème de support. Eux, ils disent pas je suis en train de faire une pièce mixte ou une pièce acousmatique. Ils sont en train de faire leur musique. Et c'est des questions de langage et d'esthétique plus en fait que des questions de rendu. Mais c'est vrai que le problème des supports et des dispositifs ou de la mixité ou non pose des problèmes de conservation qui sont techniquement pas les mêmes. Mais d'un point de vue musicologique, en fait,
pas les mêmes. En fait, les distinctions esthétiques ou musicologiques se retrouvent pas forcément dans les distinctions techniques. Alors ça c'est intéressant parce que je pense que les trois catégories qu'il a faites là, c'est la psychanalyse du projet Gamelin. Parce qu'il a une ligne, un partenaire. Donc c'est la manière aussi de situer les trois partenaires qui ont une action dans la musique. Oui, parce que ce sont les terminologies historiques. Je pense que. Et historique en même temps assumé dans les partenaires du projet pour se positionner les uns par rapport aux autres. Ce qui est un petit peu... Non, peut-être pas ça. Ah, Non, ce n'est pas historique. pardon, Ce n'est pas historique, cette décision-là. Non, je suis convaincu que ce n'est pas historique. Si vous regardez la production théorique des GRM, vous trouvez déjà le mot au niveau de 1070. Musique mixte. Mixte. Et Stockhausen même, il a dit mixture. Mixture. Donc, par contre, à l'IRCAM, il y a une résistance à utiliser ça dans les années 80. Si vous regardez la production théorique à l'époque de l'utilisation de la fond, des répons, etc., vous pouvez noter qu'il y a une difficulté à accepter ces mots-là. Même si... C'est complété avec, souvent, avec dispositif temps réel. Exactement. Non, mais c'est là Tous les fois précisé. Voilà. Tous les fois précisé. Il y a un article de ce sujet dans le Contemporary Music Review qui disent bon, je ne suis pas convaincu que les mots musique mixte s'adaptent pour répondre, par exemple, de Pierre Boulez. Non? Il va préciser, par contre, qu'il y a une utilisation de temps réel, de la captation du son et de l'élaboration. Donc, il dit Boulez travaille les compositeurs par rapport à la machine, et c'est tout. Et c'est intéressant si vous contrôlez l'évolution historique de ces mots. Hein. Est-ce que je peux faire un petit complément, Oui. Au GRM, le mot mixte, il a été utilisé à partir du moment où, dans les années 70, on a commencé à introduire d'autres sources sonores que celles qui étaient acousmatiques, c'est-à-dire les enregistrements d'objets sonores. Donc, à partir du moment où on a mis des synthés ou des instruments live, guitare ou un violon. Et donc, au début, c'était simple, on mixait des choses complètement fixées sur un support avec des choses qui étaient faites live. Et puis, très rapidement, en 71, on a vu que c'était plus compliqué que ça. Il n'y avait pas simplement ce mélange entre deux types de sources, il y avait la manière d'utiliser les unes et les autres. On pouvait faire des choses fixes. Un synthétiseur, ça pouvait être enregistré à l'avance. Est-ce que c'était en live ou pas live? Donc, petit à petit, le mot est devenu un peu fourre-tout. Mais on l'a gardé à chaque fois qu'on a mis à côté des sources dites objets sonores, des sources plus traditionnelles. Et peut-être qu'à l'IRCAM, historiquement, comme on est parti, on est entré dans la musique par une autre porte, la porte de l'écriture, cette question-là ne s'est jamais posée vraiment. Puisque en fait, l'IRCAM aurait dû adopter un mot qui dise on travaille plutôt acousmatiquement des instruments électroniques. Et bon, il n'y a pas de mot de forger là-dessus. Alors aujourd'hui, oui. C'est vrai que aussi, par exemple, la synthèse numérique a capturé ce nom. Les premiers, je pense que c'est Jean-Claude Risset qui a intitulé Mixte, travail pour flûte et son synthétisé. Donc, ça se recouvre pas selon de la loi où on vient, cette mixité, elle est pas... Mixité, mélange, etc. Et mix, c'est les DJ aujourd'hui, mix sont le mélange de... Donc, la genèse de mix. Pour moi, il n'est pas juste au niveau historique, cette distinction. Peut-être Antoine pourrait partir plutôt de configuration technique type. Oui. Tout à fait. Oui, c'est mieux. En fait, c'est ce qu'il fait en plus. Les supports, la technologie, exactement. Voilà. Il faut ancrer ces mots à la technique d'écriture, à les techniques d'écriture, je pense. Et on utilisait le mot mix pour des raisons de production, c'est-à-dire comment faire organiser les répétitions
ah, c'est un dispositif mixte, il faut des haut-parleurs, il faut des micros, il faut des captations. C'était ça le problème majeur. C'était pas un problème esthétique, en fait. C'était un problème de production. Non, le problème de production. De production, et donc au concert, il fallait en tenir compte aussi. Et donc des technologies, des manières de produire des sons, et donc d'identité. Très bien. On voit le volet ontologique du travail d'Antoine. L'ontologie, c'est une... Bon, justement, énorme. Donc... c'est pas sans perversité. Je peur de cette... Après la mixité et l'ontologie. L'ontologie. Ok. Donc après cette parenthèse musicologique, je vois que j'ai encore des efforts à faire pour tout comprendre. Ce n'est pas une critique, c'est pour améliorer les dictionnaires. De toute façon, le concept même derrière voit que finalement la distinction n'a pas trop de sens puisqu'on essaie de créer un langage commun à tous les types de production et que c'est ce qu'on fait au final. Donc le fait qu'on essaie de classer, c'était juste une manière d'essayer de comprendre les choses. Donc je vois qu'il y a encore du travail à faire pour essayer de trouver la bonne façon de présenter les choses. Mais maintenant, on va essayer de passer sur un volet un peu plus ontologique et parler du coup... Vous l'avez dit. Parler du coup de la création du langage. Donc on se remet dans le bain. Je disais, la brique de base du langage, c'est de définir un vocabulaire. Donc là, assez facilement, comment on fait pour l'élaborer? On va étudier les flux de production, on va regarder toutes les informations qu'on peut en extraire, on va essayer d'utiliser que celles qui peuvent nous intéresser et essayer de les abstraire, j'ai dit, sous forme de concepts ou de termes, et essayer de classer tous ces termes pour définir vraiment une hiérarchie de tout ce qu'on peut utiliser. Il faut absolument que les mots ou les termes soient compréhensibles, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un sens. Les termes qu'on va utiliser, on ne les prend pas au hasard, c'est-à-dire que derrière chaque terme va se cacher une information finalement. Et l'objectif, c'est que du coup, les termes, si on arrive à avoir des termes assez abstraits, on va pouvoir du coup représenter à peu près toutes les informations qu'on pourrait trouver dans un flux de production. Donc la première difficulté, c'est celle qui vient de transparaître au travers de toutes les questions qui viennent d'être posées. C'est lier deux mondes qui peuvent sembler assez différents. On a d'un côté un monde informatique qui se dit l'ingénierie, de l'autre côté de la production sonore qui, en tout cas vu de l'extérieur, semble assez créative. Donc l'objectif, quand on va poser un vocabulaire commun aux deux, c'est d'essayer de trouver une façon de s'exprimer qui soit compréhensible pour les deux parties. Donc on voit, c'est pas forcément le cas, puisque j'ai pas réussi à expliquer les distinctions que j'ai pu faire sur les types de musique ou les types de production. Mais dans le langage, en tout cas, on va essayer pour chaque terme qu'on va extraire de le rendre compréhensible par les deux côtés. Parce que du coup, l'objectif, c'est comme de créer un langage informatique à partir de concepts musicaux. Exemple flagrant d'un terme qui pourrait être flou, par exemple, si vous allez à l'UTC, vous parlez de création à un ingénieur, la création, pour lui, ça n'a pas vraiment de connotation, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on arrive dans le monde musical, la création, ça n'a pas du tout le même sens. Donc du coup, il faut absolument bien définir ce genre de termes qui peuvent vraiment tout changer dans la façon dont on peut comprendre le vocabulaire. La deuxième difficulté, ça peut être d'essayer de trouver un langage qui peut représenter l'ensemble des façons de produire une musique. Elie During essayait de définir l'objet sonore en disant que tout type de production sonore en fait est un prototype, dans le sens où chaque flux de production et chaque objet va être différent. Notre objectif, nous, on l'a déjà dit, c'est d'essayer d'abstraire, de retrouver des invariants qu'on peut retrouver dans, a priori, la plupart des types de production sonore et qui serviront du coup de base pour chercher les informations qu'on va représenter dans le langage. Ces invariants, on va les extraire des processus, bien sûr, et ce sont toutes les informations nécessaires donc, pour documenter l'œuvre, donc ça va être les informations essentielles qui doivent être porteuses de sens. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument expliciter le vocabulaire qu'on va utiliser pour que tout le monde soit d'accord, en tout cas, sur les termes qu'on a dans le langage. Et là, on arrive sur un volet un peu plus ontologique. Donc je ne vais pas faire du bachillon aujourd'hui, mais en gros, l'ontologie, c'est quand même un terme à la base qui a été utilisé en philosophie pour ce que j'ai défini,
une branche de la philosophie qui étudie l'être en tant qu'être. C'est difficile de définir ça en quelques mots, mais c'est quand même l'étude de l'être, l'étude de ce qui est. Ce qui nous intéresse plus derrière ça, c'est la démarche que cette branche de philosophie a pu avoir. Parce que derrière tout ça, il y a une démarche assez forte d'identification, de définition, de formalisation et de représentation des connaissances. Et c'est finalement cette démarche qu'on reprend en informatique. Et c'est pour ça qu'en informatique, on reprend ce concept, ce terme ontologie pour un objet, du coup, qui devient un objet concret numérique. Donc une ontologie, c'est un ensemble des objets qui sont reconnus comme existants dans le domaine. Ici, c'est le domaine, bien sûr, de la production sonore. La construction d'une ontologie, c'est aussi décider de la manière d'être et d'exister des objets. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On va prendre en fait tous les concepts, on va les créer, on va décider quels sont les concepts qu'on va utiliser, on va essayer de poser vraiment une liste de concepts qui devra être bien sûr compréhensible et non ambigu pour tout le monde. Donc l'ontologie peut prendre différentes formes, mais elle inclura nécessairement un vocabulaire de termes et une spécification de leur signification. On tombe encore sur ce que je raconte depuis tout à l'heure. On prend un vocabulaire des termes. Et c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc pour définir ce vocabulaire de termes, on va en fait créer une taxinomie de termes, c'est-à-dire qu'on va classer tous les termes par une relation de subsumption qui permet donc de préciser, de définir de plus en plus précisément un terme et créer une hiérarchie de concepts qui nous serviront dans le langage. Pour élaborer la taxinomie, c'est simple. On extrait les concepts, j'ai dit tout à l'heure, on fait une liste de vocabulaire à partir des flux de production qu'on étudie, des informations qu'on peut extraire. Ben, on prend tous les concepts, on va les classer, et on va aussi chercher à tous les classer ensemble. Donc ceux qui n'auront pas de lien avec d'autres, on va chercher parce qu'on pourra probablement quand même les lier aux autres et trouver une hiérarchie qui fait qu'on pourra tous les prendre en considération. Pour réussir à classer tous les concepts entre eux, on utilise, moi j'ai utilisé en tout cas la vue des principes différentiels de Bruno, qui consiste donc pour chaque terme, chaque concept qu'on va essayer de placer dans la taxinomie, on va justifier en quoi il est similaire avec son père et aussi différent avec son père, donc on justifie le fait qu'on en crée un nouveau en dessous, et on va aussi justifier la différence avec ses frères. On va avoir un ensemble de concepts au même niveau, on va se dire, ok, ils sont similaires sur certains points, mais quelle est la différence qui fait qu'on précise en fait le concept. Et cette taxonomie permet d'avoir une suite de concepts qui vont au fur et à mesure de la ramification se préciser de plus en plus. Mais on va toujours lier en fait pourquoi est-ce qu'on les a mis là. On va préciser de plus en plus les termes qu'on utilise. Donc par exemple, on prend des termes ici. Si on prend événement et opération sonore, à un moment dans l'ontologie, j'ai placé ces deux termes-là et j'ai essayé de dire pourquoi est-ce que je les ai mis de cette façon-là. Alors l'événement, je l'ai caractérisé en disant que c'est un objet qui possède un début et une fin. L'opération sonore, j'ai essayé de dire que c'était la même chose. C'est un objet qui possède aussi un début et une fin. C'est la similitude avec le père. C'est ce qu'on trouve ici. Ensuite, on va aussi justifier pourquoi est-ce que je mets opération sonore au même niveau que opération informatique, opération sur l'interface. Similarité avec les frères, en fait, ici, ce niveau de concept essaie de préciser si l'opération, en fait, où est effectuée l'opération. Est-ce qu'elle est effectuée sur le contenant, sur le contenu de l'interface. Et la différence avec les frères, bien sûr, c'est de dire, bah, ici, c'est sur le contenu. Les autres, ici, c'est réalisé sur le contenant, ici, c'est réalisé sur l'interface. Et enfin, on va préciser aussi en quoi, finalement, le concept que j'ai mis en dessous est vraiment différent avec le père. Bah, c'est finalement, on précise ce rang de hiérarchie, on précise une chose par rapport à l'événement. L'événement, c'est un objet qui possède un début et une fin. L'opération sonore, c'est un objet qui possède un début et une fin et qui indique en plus où est située l'opération. Donc, en faisant ça sur l'ensemble des concepts, ça permet vraiment de préciser à chaque fois. C'est un travail qui peut être un peu long, parfois un peu complexe, mais ça permet vraiment de justifier tous les choix qu'on va effectuer dans la classification des termes. Et du coup, ça participe au fait de définir les termes précisément. On se retrouve avec une hiérarchisation qui peut, a priori, ne pas être ambiguë par les personnes qui vont lire l'ontologie. Ouais. Donc on se retrouve... Juste pour ceux qui les lisent ici, pourquoi, d'un point de vue purement, là, cette fois, du langage, opération à la place d'événement, tu n'aurais pas unifié là encore mieux au plan du langage? J'ai pas changé le slide depuis... Non, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit problème au niveau des noms qui ont encore changé, ils sont plus comme ça d'ailleurs. Mais en effet, oui, il faut remettre du coup l'événement en dessous. C'est plus logique. Donc on arrive sur une taxinomie du coup, ici j'ai représenté certaines parties, je ne l'ai pas mis en totalité, mais ça nous permet du coup de naviguer. Donc on retrouve ici l'événement avec du coup encore le fait que les termes ne soient pas tout à fait bien décrits. Mais ça permet du coup d'avoir vraiment des concepts qui sont bien posés et d'avoir une structure qui soit a priori vraiment stable. Parce que du coup maintenant tout est placé, donc on peut se servir de tous ces termes ensuite maintenant pour travailler le volet syntaxique.
Si on prend d'ailleurs une autre vue taxonomie, on peut voir qu'on peut descendre assez bas dans la hiérarchie. Là, j'ai pas encore représenté tout, mais on peut vraiment affiner parfois assez loin les concepts pour arriver sur des choses de plus en plus précises. Donc, quand on crée cette taxonomie, bien sûr, on essaie aussi de classer les concepts en réfléchissant à la façon dont on va l'utiliser et comment les interfacer avec des choses qui existent déjà. Donc, il y en a beaucoup parmi nous qui devront connaître le modèle FRBR, qui permet de classer les notices bibliographiques. Et quand on a pensé à la façon dont on peut utiliser l'ontologie, on essaie toujours de vérifier qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc là, FRBR propose une classification, ici, que j'ai retracée ici, d'œuvres. Si on prend un livre, c'est l'œuvre pour le titre du livre, en gros. L'expression, ça va être la traduction française effectuée en telle année. La manifestation, c'est la série de livres qui a été éditée dans une année. Et document, c'est le document physique que j'ai sous la main. Je simplifie peut-être pour aller plus vite, mais en gros, c'est les grandes catégories. Et ce qu'on a trouvé, c'est que de façon assez similaire, dans notre modèle, on a finalement un peu la même idée. Pas forcément pour tout, mais globalement, on retrouve un petit peu cette structuration. C'est-à-dire qu'on a toujours l'entité œuvre, qui est un petit peu reine du reste, où en dessous, on met un ensemble de versions, donc, qui subissent à chaque modification. On peut dire qu'il y a une nouvelle version, enfin, on peut essayer de structurer ça de cette façon-là. Et sur chaque version, on va avoir un ensemble de manifestations. On fait une version, a priori, c'est pour quelque chose. Donc on va avoir une manifestation, ça peut être une captation sur CD, une performance en vue d'un concert. Ensuite, en dessous, on va retrouver d'autres informations. Après, on a aussi ajouté des choses. On a la notion de projet, qui est une notion assez importante, puisque à la base de tout, on va avoir un projet. Je sais que chez Marc, c'est ici vraiment qu'on a fait sortir cette idée, c'est que à la base de tous les travaux qui vont être faits, on va avoir la notion de projet. Le projet, ça peut être une œuvre, ça peut être une nouvelle version d'une œuvre, ça peut être faire une performance 2 jours après une autre, mais dans un endroit différent. C'est encore un nouveau projet. Donc un projet, finalement, ça peut être plein de choses. Donc on peut avoir des concepts comme ça, dans l'ontologie, qui pourront être liés à d'autres concepts, du coup, et qui peuvent donc servir à classer un peu mieux que uniquement une structuration de type FRBR. Mais quand on cherche la compatibilité avec l'existant, on cherche aussi à réutiliser d'autres ontologies qui ont déjà été créées. Par exemple, on a introduit Vcard. Vcard, qui est un modèle qui permet de gérer un carnet d'adresses, donc qui est vraiment très utile pour gérer des personnes qui interviennent dans un processus. Donc du coup, on a réutilisé les concepts de Vcard dans le but de gérer cette partie-là et de pouvoir vraiment réutiliser des travaux qui ont été faits sur la classification des personnes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment utiliser les bonnes informations qui paraissent déjà essentielles et avoir une méthode de classification qui a été éprouvée. Donc une fois qu'on a l'ensemble des termes, donc qui ont été classés par hiérarchie, et j'ai déjà montré qu'on pouvait l'utiliser différemment, mais ça on verra après avec le niveau des relations, on a des concepts, on va aussi ajouter des propriétés. Mais je dis propriétés, c'est bien sûr pouvoir commencer à caractériser tous les concepts qu'on a pu poser. Donc tous les individus qui pourront être mis dans l'ontologie, dans le modèle, pourront avoir des propriétés dans le but de préciser des choses, ajouter des informations et de typer les données. Par exemple, chose très basique, c'est que sur la plupart de nos concepts, des instances qu'on peut mettre dans l'ontologie, on peut mettre une date. C'est une donnée très importante. Donc, du coup, on utilise un type date, tout encore un standard qui est défini et qui prend une forme qui est prévue. Et du coup, cette propriété permet de dater les choses. Là, on peut mettre plein d'autres propriétés, on peut mettre des paramètres, des informations, on va ajouter tout un tas d'informations évaluées en plus des concepts de base qu'on va avoir. On va aussi ajouter des relations, bien sûr. C'est le principe de base de l'ontologie, c'est de pouvoir avoir une sorte de maillage entre l'information, entre les concepts. Et du coup, ces relations, c'est ce qui permettra ensuite par la suite de naviguer au sein du modèle pour faire des assertions et découvrir de nouveaux faits, naviguer, extraire certaines informations, en tout cas proposer finalement une sorte de génétique des informations qu'on peut avoir dans le modèle. Donc, par exemple, si on prend un concept intervention, on peut dire qu'une intervention est réalisée sur une séance de travail. Une œuvre contient une version est contient dans une œuvre. Je suis désolé pour les fautes de français, mais les relations sont un petit peu masculines parce qu'elles servent plusieurs fois. Donc là, chaque fois c'est du féminin, donc là il faut que je mette du féminin, mais étant donné que les relations sont génériques dans le modèle, elles sont au masculin. Il faut aussi qu'on ajoute dans l'ontologie, en plus des relations, des restrictions, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse dire on peut faire tout et n'importe quoi avec le modèle, il faut quand même qu'il y ait un sens quand on écrit des phrases. Il
faut qu'on puisse dire, c'est comme ça qu'on l'utilise. Pour ce concept-là, il faut absolument qu'on n'ait que cette relation-là qui serve, parce que le reste, ça n'aura absolument aucun sens. Par exemple, tout à l'heure, je présentais avec FRBR, je disais que sous une œuvre, on mettait des versions. Je peux faire une restriction en disant, sous les œuvres, je ne peux avoir que des versions, point. Les autres concepts ne peuvent pas aller ici, parce que ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que, par exemple, je peux interdire et dire, je ne peux pas dire que sous une version, j'ai une œuvre. Ce serait un petit peu bizarre quand même, comme façon de voir les choses. Donc avec les restrictions, on peut gérer la façon d'utiliser les concepts pour représenter certaines informations dans le modèle. Seulement, les restrictions ont un effet aussi négatif, c'est que d'une part, même plusieurs effets négatifs, c'est qu'une part, on a un modèle avec beaucoup de restrictions qui devient de plus en plus complexe, mais aussi de moins en moins utilisable, parce qu'il est de plus en plus spécifique. Plus on restreint l'utilisation du modèle, plus il va être utilisé pour une tâche très spécifique. Donc, on va essayer de ne pas mettre trop de restrictions, on va essayer de laisser assez de liberté. Par exemple, le projet, on ne met pas de restrictions, on dit que beaucoup de choses peuvent être un projet, parce que c'est quelque chose qui va finalement être posé à côté, et un jour on raccrochera le projet à autre chose. C'est quand on commence, finalement, on ne sait pas toujours trop ce qu'on va faire. On décide de pas, au début on sait qu'on va faire une œuvre, mais on décide de ne pas la caractériser comme ça, donc on crée le projet, on met des choses dessus, et après on pourra le remettre au bon endroit ensuite. Donc on laisse des ouvertures, afin que le modèle puisse être approprié assez facilement, qu'on puisse avoir des évolutions dans l'usage qui peut être fait du modèle. Donc le but, c'est pas trop limité pour pouvoir l'utiliser efficacement. Donc pour ça, et pour être sûr quand même qu'on puisse utiliser le modèle correctement, on va essayer de ne pas faire trop de restrictions, mais du coup on va essayer de travailler sur la façon dont peut être utilisé ce modèle. Et là, ça va être ce qu'on va faire, ce qu'on a pensé ensuite faire en plus du langage. Donc on a le langage qui est créé de base, on est capable de faire des phrases, on a une syntaxe qui est définie, mais nous ce qu'on souhaite c'est avoir quelque chose de plus fort en fait qu'un simple modèle, et quelque chose de plus fort que les simples règles grammaticales qu'on a pu poser dans le modèle. Ce qu'on voudrait c'est passer des simples concepts à des connaissances beaucoup plus complexes. Quelque chose qui est plus axé sur le fond que sur la forme du modèle. Par exemple, si on prend une science de travail qui est un concept présent dans l'ontologie, qui définit un temps, on va dire un temps où on fait des choses, on essaie de qualifier, on dit que durant ce jour-là j'ai fait telle action, c'est une séance de travail, on peut avoir une suite de séances de travail dans un flux de production. On prend cette unité temporelle et on dit pour cette séance de travail, quelles sont les informations que je souhaiterais avoir au minimum ou qui seraient vraiment très pertinentes. Et là, le but serait de dire, par exemple, une séance de travail, je voudrais bien savoir quelles sont les personnes qui sont intervenues, quels ont été leurs rôles, quel est le type de cette séance, est-ce que c'était en studio, est-ce que c'était à l'extérieur, donner ces bornes temporelles et tout un tas d'informations qui seraient utiles. Donc nous, on ne veut pas limiter ou obliger une utilisation du langage, mais ce qu'on voudrait, c'est préciser ce qu'on voudrait avoir un minima comme information dans le modèle. Donc, on prend des idées, et notamment l'idée du design pattern. Design pattern, c'est une idée en informatique qui permet d'écrire une solution à la base utilisée dans la conception de logiciels, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que ça nous permet de faire des diagrammes, des représentations, d'actions, et surtout d'utiliser l'idée de patron comme un patron de couture, donc qui décrit les grandes lignes d'une solution, qui nous pourrait nous décrire les grandes lignes de la façon dont on souhaite utiliser les informations. Donc l'idée provient aussi des patrons qui ont été... Antoine Isaac, dans sa thèse sur le projet Opal, avait travaillé, lui, sur les patrons d'indexation, et finalement, il avait utilisé cette idée de patron en disant moi, je dois indexer des données sémantiques, le but, c'est de le faire correctement. Donc, si j'ai plein de données, plein d'informations, le but, c'est d'essayer de m'abstraire des informations qui sont inutiles, garder celles qui sont porteuses de sens, prescrire les informations que je souhaite placer dans le langage, et du coup, faire en sorte que, via le langage, on représente les informations qui sont utiles. Donc pas trop d'informations, ni trop peu. Avoir le bon niveau de construction, on va dire, des phrases. L'avantage du patron aussi, c'est que du coup, il se raccroche sur les concepts, les relations, et en fait sur l'ontologie qui a été développée. Donc du coup, ça permet de réutiliser ce qui a été fait par l'ontologie, donc par le modèle qui a été développé. On utilise les relations du domaine précis, donc de ce qu'on a posé avant sur le langage, et du coup on prescrit l'utilisation qu'on va en faire. Donc nous on va plutôt appeler ça des patrons de création, et nos patrons de création, l'objectif c'est qu'ils représentent certaines grandes étapes des flux de production. On va dire pour cette étape d'un flux de production,
ce sont les informations que je souhaite retrouver. Je voudrais au moins ça, et je peux traiter ça, et a priori c'est tout ce qu'il me faut, en tout cas pour cette étape. Et ces patrons, bien sûr, naissent en parallèle de l'élaboration du langage, puisqu'il faut les créer en fonction des suites de production qu'on peut en faire. Alors, par exemple, si on prend un graphe patron assez simple, je vais prendre l'exemple on travaille sous Audacity ou sous Pro Tools, par exemple. On a une étape, j'ai appelé assemblage, où on déplace en gros le petit morceau. Moi j'appelle ça une région, je ne sais pas si le terme est toujours bien trouvé, mais en gros c'est la petite unité sémantique qui est sur la piste et qu'on déplace, qu'on découpe, qu'on modifie. Je sais que ce n'est pas toujours appelé de la même façon sur différents logiciels, donc il faut peut-être qu'on arrive encore à trouver une terminologie qui soit plus précise. En tout cas sous Audacity ça fonctionne. Et donc on dit que quand on est dans cette phase d'assemblage, la plus petite unité, donc c'est la région, et à partir de cette région, je vais dire quelles sont les informations que je souhaite ajouter à chaque fois que je fais une opération dans l'assemblage. Par exemple, à chaque fois que je fais une opération dans l'assemblage, je vais dire je veux savoir qui fait l'opération, où l'unité est posée, donc quelles sont ses bornes temporelles où elle est placée, qu'est-ce que j'ai fait comme opération, des choses comme ça. Donc de façon assez simple, on peut reprendre un exemple de log généré par l'outil développé à l'INA par Laurent, donc qui permet d'avoir les logs du suivi de production, donc d'avoir toutes les informations issues du tracking sous Audacity quand on fait par exemple cette étape d'assemblage. Donc on va avoir tout un tas d'opérations. Donc on peut remercier Alain pour avoir généré ce petit extrait absolument incompréhensible de suite d'opérations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de données. Bien sûr, tout à l'heure je disais que le mieux était l'ennemi du bien. Donc essayer de tout enregistrer, ça n'a aucun sens. Donc je ne vais pas vous demander d'essayer de comprendre ce qui est décrit ici. Mais ici, par exemple, il y a tout un bloc là qui ne sert absolument à rien, qui dit juste qu'on sélectionne et qu'on désélectionne un bloc. C'est des informations qui peuvent être très utiles en fonction du contexte. Par exemple, si on applique une opération, on a besoin de savoir que ça a été fait là, mais sinon, on n'a pas besoin de le savoir. Donc ici, j'ai surligné quelques couleurs. Je peux faire un tout petit break? Ouais. D'abord un petit break juste logistique, comment ça va marcher là? Parce qu'il est 13h15. Je sais que l'après-midi est très chargé aussi, juste parce que c'est un point d'arrêt en même temps là. Attendez, pour moi un autre point d'arrêt. Ouais. C'est quasiment fini, oui. Ah bon? D'accord. Oui, il me reste 6 minutes au compteur, je suis à peu près bon. D'accord. Dans ce cas. Peut-être 10 minutes maxi, mais. Oui, d'accord. Enfin. Vas-y, redémarre avant que les questions ne pleuvent. Parce qu'elles nous brûlent. On commence à tous avoir faim. Donc je disais, oui, donc là on a plein d'informations. Du coup, j'ai surligné quelques informations qui m'intéressent moi, du coup, dans cette étape d'assemblage. Donc ici, on peut isoler en gros 3 étapes dans cet extrait. On va avoir un import sur une piste, on va avoir un déplacement, un petit mouvement, et ensuite on va avoir un découpage d'une région en 2 autres régions. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le patron que je vous ai montré juste avant? On va, première étape, faire un import. Donc du coup, on se retrouve avec une nouvelle région. Tout simplement, avec le patron, on est capable de dire quelles sont les informations que je souhaite avoir, que je souhaite exploiter en plus, puisqu'elles sont présentes dans le log. Et donc je prends que les informations qui m'intéressent. Du coup, j'ai fait pointer sur les instances de concept qui m'intéressent. Donc par exemple, je peux donner une position, une durée, je peux dire sur quel poste il est, je peux dire qui est le responsable de cet affrolog qui a été généré. Tout ça, je peux le représenter en utilisant le patron qui a déjà été spécialisé pour ce type d'assemblage sous Audacity. Deuxième étape, la région est déplacée. Du coup, il y a quelques données qui vont changer. La position va changer, et ce qui me permet, en utilisant le patron encore, de pointer les informations qui nous intéressent. Et attention, on va découper un patron, une région en 2, et là ça commence à devenir compliqué, parce que du coup, on va avoir 2 nouvelles régions qui ont pour origine la région d'avant, qui ont chacune une position et une durée distinctes, et ce qui fait qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'on va avoir une opération qui va être effectuée, en utilisant le patron, qui a été spécialisé pour ce type d'opération, va aider, en tout cas, à représenter les informations qui nous intéressent, en essayant de supprimer le bruit, et en essayant de dire, ce sont les informations essentielles, je souhaite les avoir, et les pousser dans le langage, ce qui permet à chaque étape, en fait, de se dire, on pense avoir les bonnes informations. Donc juste pour vous faire peur, au bout de 3 étapes, ça ressemble à ça. Donc vous pouvez imaginer qu'au bout d'un moment, le modèle quand même devient de plus en plus complexe, et à chaque fois qu'on va avoir du coup une nouvelle opération, le modèle va vraiment devenir très complexe. Et donc l'objectif, c'est ici, on n'a pas beaucoup d'informations, et donc on ne peut pas en avoir plus si on aura vraiment un bruit vraiment ignoble, et ça fait qu'on aura du mal à exploiter les informations. Mais bon, après, Karim va bien sûr nous aider à exploiter correctement ces informations. C'est ça.
Ce qui est l'avantage des patrons aussi, c'est de préconiser donc à la fois la façon dont on va rentrer les informations, mais aussi la façon dont on va les sortir. Comme on sait à minima ce qu'on souhaite avoir, on sait comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter les informations par la suite. Donc on va pouvoir utiliser les patrons en vue de faire les requêtes qui permettront d'extraire les informations. L'avantage des patrons, en fait, de l'usage des patrons, bien sûr, c'est de pouvoir décomposer en fait la production en grandes étapes, et donc aussi toujours parler de généricité des processus de production. Ça permet en fait de nous dire, il y a on peut quand même trouver des similarités entre les différents processus. On peut trouver finalement certains invariants, c'est ici qu'on les retrouve, et du coup, on a vraiment une façon de présenter pour différents processus. Donc tu hybrides les choses. Tout à l'heure tu mixtais, là tu hybrides en fait tes éléments de vocabulaire originel avec des découpages qui proviennent plutôt de contraintes de... Tu as les deux. C'est ça en fait l'approche qui est là, c'est que tu as le côté volet technique ontologique avec le modèle, qui du coup fournit une façon d'utiliser, qui peut être utilisée telle quelle, tu peux s'en servir à ton problème, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours quand on fait des tests avec ce qu'on a sous la main. Et donc, les patrons sont là pour ajouter une couche supplémentaire afin de prescrire le bon usage qu'on peut en faire. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, si on tente de réduire le langage uniquement aux possibilités qu'on souhaite offrir, du coup, on n'anticipe pas assez les évolutions aussi. Et puis, c'est comme d'avoir quelque chose qui est assez large pour être utilisé même ailleurs que dans le projet ici ou sur les usages que nous, on a choisis. Et donc ça s'ajoute en complément et ça permet de prescrire l'utilisation correcte ou une utilisation correcte. L'avantage aussi des patrons, c'est que ça nous permet aussi d'en définir plus après. Ils peuvent se raccrocher au modèle qui a été défini et on peut en rajouter en fait finalement si on dit tiens il manque un patron pour une étape qu'on n'a pas pensé. Oui mais alors le langage en fait permet de le représenter. Il suffit juste de prescrire l'utilisation qu'on veut avoir du langage pour traiter ce cas de figure. Donc on a les deux volets. Donc on a d'un côté la représentation des objets via le langage et la représentation plus précise des actes du processus de production sonore via les patrons, l'utilisation de patrons. Sauf que tu dégages éventuellement de nouveaux objets ainsi. Bon, pour région 2, là, c'est un nouvel objet. C'est une instance du concept qui est défini dans le langage. C'est le concept. D'accord. Et le concept reste, c'est ce que je disais, on utilise tous les concepts. Tu ne crées pas de nouveaux objets. Non. C'est une notice. Tu ne crées pas de nouveaux concepts. De nouveaux concepts. De nouveaux objets, mais... C'est l'intérêt. Tu récupères tes instances grâce au concept. Donc on va avoir en fait un ensemble de patrons, bien sûr. Le but c'est de voir des patrons génériques qui permettent de représenter différents types de produits. C'est dangereux. Passe. Ah ouais, je peux pas le cacher en plus. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc je disais, on va avoir un ensemble de patrons génériques qui du coup sont capables de dire que ces ensembles de patrons génériques en fait représentent la généricité des processus qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en fait dans l'ensemble des processus, on dégage des grandes étapes. Seulement le problème c'est qu'on essaie de faire quelque chose de générique, on ne peut pas dire tiens, par exemple on est en phase d'assemblage sous un séquenceur, on ne pourra pas dire précisément quel est l'objet qu'on souhaite utiliser. Par exemple ici on parle de région, si on commence à aller sur Max MSP, ça n'a absolument aucun sens. Donc en fonction de l'environnement d'utilisation, je ne vais pas dire en fonction du type de musique ou des choses comme ça, mais en fonction, on va dire, de l'environnement d'utilisation, on va du coup avoir tendance à spécialiser le patron pour ce type d'opération. Donc on va avoir par exemple des patrons génériques et pour l'assemblage, sous Pro Tools, ou sous un séquenceur plus générique, on va dire tiens, là les concepts qu'on va utiliser, l'objet qu'on va utiliser, ça va être la région. Alors que si on prenait le patron générique qui représente la même chose, on serait monté plus haut dans l'ontologie, on aurait dit c'est un concept, c'est un objet abstrait qui représente une partie du logiciel. Alors, en fait, on va avoir du coup des patrons de création générique qui représentent des concepts de niveau moyen dans l'ontologie, donc des objets un peu plus abstraits, et il faut les spécialiser pour utiliser les bons objets. Donc, je disais, si on prend l'assemblage sous un séquenceur, on va spécialiser l'objet utilisé avec des pistes, avec des régions. Donc, si on prend avec Max, ça va être plutôt des objets graphiques, des relations entre elles. Donc du coup, on a des patrons génériques qui assurent a priori l'utilisation dans tous les domaines, en tout cas développés dans le projet. Et ensuite, on va les spécialiser donc, pour des trucs plus précis. Et
Et l'avantage aussi des patrons, c'est que, du coup, le langage qu'on a développé, je disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas trop limité l'utilisation. Et donc, c'est ce qui nous permet, en fait, d'évoluer, de créer des nouveaux patrons et de nouvelles façons d'utiliser, ou même de faire évoluer les patrons existants, d'en spécialiser certains, d'en créer des nouveaux génériques. Donc, ça s'agit vraiment comme une aide ou une prescription d'utilisation qu'on peut avoir du langage. C'est une ontologie, les patrons? Non. D'accord, tu ne te donnes pas de contraintes sur l'eau des patrons. Ouais. Non, c'est plutôt des tropes. Pour la métaphore du langage. L'ontologie, c'est le vocabulaire, les règles de grammaire. Et puis le bon usage, c'est les tropes rhétoriques. Donc ça, les patrons. Donc je disais, oui, du coup, le couple patron-ontologie, que je présente ici, ça répond à ta question tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment les deux en parallèle, les deux se complètent mutuellement. Et on le retrouve avec ce que j'ai aussi dit, avec patron générique, en fait, on va avoir des informations de niveau moyen d'ontologie. En fait, c'est quand on va préciser le patron pour avoir des niveaux de données factuelles. Et c'est important, en fait, d'avoir cette spécialisation, parce que c'est en fait dans ces données factuelles qu'on va retrouver les informations qui nous intéressent nous. On ne veut pas avoir une représentation trop abstraite. Ce qu'on veut, c'est avoir vraiment les bonnes informations, donc de niveau assez bas d'ontologie, donc assez précises, en utilisant des concepts très précis. On va associer les concepts les plus précis possibles pour ce cas de figure. On va ajouter les informations importantes, et du coup, c'est comme ça qu'on peut assurer le fait qu'on aura les informations qui sont vraiment porteuses de sens. Donc on fait un tri sur les informations qui ne servent pas, on prescrit l'utilisation ou les informations qu'on veut pousser dans le modèle, et on assure a priori que les informations sont assez précises pour être utilisées ou être porteuses de sens. Je pense que ça, je l'ai déjà dit en fait. Mais donc, la généricité permet de penser à l'évolutivité. Donc ça, j'ai déjà dit, c'est ce qui permet en fait de développer des nouveaux patrons, des nouvelles spécialisations. Et le modèle qu'on a développé, lui, tente de poser les bases communes sans limiter trop l'utilisation qu'on peut en avoir, en vue de pouvoir l'utiliser pour d'autres usages. Et donc pour terminer, je vais m'arrêter là, mais je veux juste dire que les travaux qui sont faits là, en fait, ont différents niveaux de validation quand même. C'est assez important d'en parler, de dire que ce qu'on fait au test, donc déjà le fait que ce soit une approche assez itérative, permet de tester en général après chaque suivi de production ou travaux par rapport à une œuvre. Et on a différents niveaux de validation. On a déjà les validations au sein du projet Gamelan, où on a des scénarios des objectifs du projet finalement. Donc on vérifie la concordance entre ce qu'on développe et puis le projet. On a des validations avec des personnes qui sont des spécialistes, donc c'est pas moi, ça vous l'avez compris, parce que moi je suis pas spécialiste de la façon dont on va rejouer une musique. Moi je ne sais pas trop comment on peut mesurer l'efficacité de ce qu'on préserve en vue de mettre à jour une œuvre par exemple. On y va aussi bien sûr au final l'évaluation par rapport à l'intégration de ce qu'on a fait au sein du projet Gamelan. C'est ce qui est fait actuellement. Donc l'intégration du langage, et surtout l'intégration et l'utilisation des patrons, qu'on fait notamment avec Karim. Donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut utiliser correctement le langage par rapport à nos informations, pour pousser les bonnes informations et du coup générer les bonnes requêtes pour extraire les informations qui nous intéressent. Et je vais m'arrêter là, pour aller manger. Bien. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai généré plus de débats avec le début qu'avec la fin. Ah non, tu vas voir. Donc on approche différentielle. Oui. Par côté ontologie, est-ce que le patron qui détermine l'usage, est-ce que tes premiers patrons révèlent un usage uniquement des feuilles de ton ontologie, ou peut remonter éventuellement dans ton arbre différentiel? Non, ça ne peut pas faire remonter dans l'arbre différentiel. Parce que tu vas dire que c'est ce type d'objet-là que je veux avoir, mais on ne sait pas parfois précisément qu'est-ce que ça va être. Typiquement... Est-ce qu'on retrouve ta différence patron généralisé et patron spécialisé? Disons que le patron généralisé, on ne va pas trop l'utiliser parce que ça n'a pas trop de sens. On peut l'utiliser, mais forcément, on va se retrouver à gérer des nœuds qui finalement sont plus abstraits qu'autre chose. Par exemple, tu vas avoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait penser, un truc qui se précise. Par exemple, un instrument, on va dire, classique. Si tu prends un patron générique, tu dis, tiens, je suis en train de faire de la musique classique, du coup, je vais dire, je vais avoir un ensemble d'instruments. Patron générique, on veut des instruments. Du coup,
on va créer un patron, je fais une musique uniquement avec des cuivres. Du coup, tu vas prescrire et dire, bah non, je ne vais pas utiliser des instruments, je vais utiliser des cuivres. Donc tu descends dans la hiérarchie. C'est pas un bon exemple que j'ai trouvé, mais en gros c'est ça l'idée. Donc il y a quand même des patrons où tu vas laisser assez de liberté, où là tu dis c'est des cuivres, mais tu ne dis pas lesquels, parce qu'il faut que c'est à la personne de décider, mais tu prescris quand même un type d'instrument. Donc tous les patrons génériques peuvent être utilisés, mais du coup, comme je disais, ils ont plutôt des concepts de niveau moyen de l'ontologie, donc un peu abstrait, et a priori qui n'apportent pas assez d'informations. Mais toi après, derrière, tu pourrais par contre, probablement pas automatiquement, mais manuellement, si tu utilises le patron, tu pourrais naturellement, intuitivement le spécialiser tout seul, tu iras chercher tout de suite le bon concept. Mais disons que le patron ne prescrit pas. Il faudra utiliser le patron plus classique qu'il fait. Donc la distinction généralisée spécialisée concernant le patron, elle est directement corrélée avec la profondeur des dans l'arbre des concepts qui sont utilisés. Au final, oui, elle est directement corrélée. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Okay. C'est pas forcément intentionnel, mais c'est ce qui en ressort. Ce qui est assez logique.